Françoise, on se retrouve pour la suite de cette vidéo que nous tournons un autre jour. Oui, on va poursuivre avec l'analyse du génogramme. Dis-moi Christophe, comment lit-on un génogramme? Alors, pour lire un génogramme, on peut partir du patient et par cercle concentrique aller du plus proche au plus lointain dans son génogramme. Alors, on peut faire ça en thérapie individuelle. D'ailleurs, si on ne le fait pas, c'est-à-dire si on se contente de ce que nous dit le patient, c'est un peu comme capturer un animal sauvage que l'on mettrait en cage pour l'observer. Il y a peu de chances qu'on le voit tel qu'il est au naturel. Difficile dans ces conditions de se faire une idée de qui il est vraiment. Par contre, faire son génogramme avec lui va permettre de le voir dans son milieu, dans sa forêt, au milieu des siens. On aura une idée beaucoup plus juste de sa réalité. Il y a sa réalité verticale, c'est tout ce qu'il a hérité de sa famille, de sa position, de son enfance, de ses parents, de ses ancêtres. Ce sont aussi des habitudes, des manières de penser, des styles relationnels, etc. Et puis il y a sa réalité horizontale, c'est le cycle de vie dans lequel il se situe au moment où on le rencontre, c'est-à-dire ce qui lui arrive dans l'ici et maintenant. Il y a donc une partie statique, héritée, et une partie dynamique, changeante. L'une venant d'ailleurs alimenter l'autre tout au long d'une vie. On parle également de dimension diachronique et synchronique de l'individu. Le génogramme est donc un outil très précieux pour analyser ces deux dimensions de la construction de la personnalité. Les systémiciens insistent beaucoup sur le cycle générationnel, qui est très important. Tu es d'accord? Oui, en effet, c'est très important de savoir dans quel cycle générationnel se trouve le patient et ses proches. Si tu veux bien, je vais te récapituler les 5 cycles de vie. Il faut savoir que le passage d'un cycle à un autre entraîne une crise qui est plus ou moins négociée selon les familles. Le premier cycle de vie, c'est la constitution du couple. C'est la fin de la quête identitaire de l'adolescence. Je prends vie dans le regard de l'autre. Mais le couple est divergent. Il faut que chacun abandonne des habitudes de sa culture d'origine. Mais chacun veut autre chose en échange. C'est donc du donnant-donnant et du perdant-perdant. Le couple va résister ou pas. Le deuxième cycle de vie, c'est le couple avec enfants en bas âge. C'est pendant la période de la grossesse que vont se constituer les identités du futur père et de la future mère. Le premier enfant, c'est le test de la solidité du couple. C'est une période de questionnement. Quand l'enfant vient, on se dit qui fait quoi, comment on organise le quotidien. Puis vient le deuxième enfant, troisième et plus si le couple a décidé d'avoir une famille nombreuse. En tout cas, c'est la période la plus dynamique dans la vie. C'est une période où on fait des projets, où on construit beaucoup de choses. Le troisième cycle de vie, c'est le couple avec adolescent. L'adolescent secoue le génogramme. On dit que c'est l'âge bête, mais c'est vrai qu'il est souvent en confrontation permanente. Il faut que les parents acceptent que leur enfant leur échappe. Pendant cette période, le couple est vraiment mis à dure épreuve. Le quatrième cycle de vie, c'est le nid vide ou le deuxième mariage. C'est l'heure du départ progressif des enfants. Le couple doit réaménager sa vie. Il va faire le bilan de son couple et souvent dans cette période, il y a un risque de séparation. Le cinquième cycle de vie, c'est le départ à la retraite et le désengagement. Après le départ des enfants vient le départ à la retraite. Le couple doit réaménager son temps, doit réaménager sa relation dans un face-à-face souvent renforcé. Le couple est dans cette période aussi mis à rude épreuve car il doit accepter la vieillesse, il doit accepter la maladie. S'il y a séparation, les enfants vont s'occuper de celui qui est délaissé. Et puis la phase terminale, c'est la fin de vie et la mort. Par exemple, je peux te donner l'exemple d'une petite fille qui s'occupe de son grand-père. Eh bien, il est important de savoir si elle est célibataire, si elle est mariée, si elle a des enfants. Mais cette analyse du génogramme peut-elle aussi éclairer sur le trouble du patient désigné? Oui, un trouble psychologique doit toujours s'analyser
se penser en contexte. C'est même l'un des piliers de la compréhension psychologique. On ne peut pas comprendre un trouble du comportement si on ne cerne pas très précisément le contexte dans lequel il surgit. De fait, le génogramme est un formidable outil d'analyse contextuelle puisqu'il permet d'élargir le champ de la compréhension. Je prends l'exemple des scénarios. On sait que certaines configurations familiales vont plus facilement entraîner certains types de problèmes. Par exemple, les problèmes de toxicomanie. Alors attention, ce n'est jamais déterminé à l'avance, mais on sait quand même qu'il y a des circonstances favorisantes. Plutôt que de se focaliser sur une pathologie individuelle ou d'origine génétique, en disant par exemple que c'est une famille d'alcooliques, ce qui est très réducteur, la mise à jour d'un scénario relationnel pathogène va permettre de faire prendre conscience au patient ce qui lui arrive, des mécanismes relationnels dans lesquels il a été pris, ce qui va ouvrir à la possibilité d'un travail de résilience de longue haleine en thérapie. On sait désormais que les troubles mentaux sont souvent liés à des problématiques d'attachement insécures qui se lieront sur le génogramme. Il faut donc toujours faire ce travail de décryptage, même si ce n'est pas facile. Une famille, c'est très complexe, c'est plein de branches, de sous-systèmes qui se mélangent. Oui, effectivement, analyser un génogramme constitué de 5 générations peut s'avérer parfois assez complexe. Il y a des modèles familiaux qui se confrontent, qui se rencontrent. Il y a des différences, des similitudes, des phénomènes de répétition. On peut voir des familles où il y a des divorces et des remariages très fréquents, ou à l'opposé, des familles où les unions s'inscrivent dans la durée. On peut observer par exemple des couples mixtes où il y a une religion et une culture différente. On voit aussi par exemple de belles histoires de transmission professionnelle familiale. On voit des fonctionnements familiaux pathologiques comme l'inceste, l'alcoolisme, la maltraitance, la violence, le suicide. On voit de plus en plus de familles recomposées, des familles monoparentales, homoparentales. Le fait d'analyser tout ça permet de bien comprendre la dynamique familiale. Certains sous-systèmes sont importants à analyser. On a parlé des couples, mais il y a aussi les fratries. La naissance des enfants marque l'histoire du couple. Il y a des fratries plus ou moins nombreuses, constituées exclusivement de garçons ou de filles, ou les deux. Il y a aussi l'enfant unique. Dans certaines familles, les enfants ont un tel écart d'âge qu'ils sont élevés comme des enfants uniques fonctionnels. Ce qui est important de faire aussi, c'est d'analyser la position des enfants dans la fratrie. À quel moment l'enfant est-il né? Par exemple, il peut naître après la mort d'un de ses frères et sœurs en bas âge. Il peut même porter son prénom. D'où l'intérêt aussi de l'analyse des prénoms dans les générations. Il est important aussi d'analyser la qualité des relations qu'entretenaient les frères et les sœurs pendant l'enfance. Est-ce qu'ils se jalousaient? Ou au contraire, est-ce qu'ils se serraient les coudes? C'est très riche d'enseignements. Ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est souvent la fille qui endosse le rôle du prendre soin lorsque ses parents sont vieux. La fille aînée a souvent aussi la capacité d'entretenir et de maintenir le lien et la mémoire familiale. Voilà pour les fratries. Et en dessous des sous-systèmes, il y a encore les dyades et la qualité des relations. Oui, le plus petit système humain est un système à deux personnes. On sera attentif à cet aspect dans le couple, tout d'abord, mais également entre un parent et un enfant. Certains schémas peuvent être repérés et on sera attentif à leur répétition à travers les générations. Par exemple, une relation conflictuelle entre les pères et les fils, ou inversement, une relation fusionnelle entre les mères et les filles. Le paradigme de l'attachement est désormais intégré au modèle systémique et on pourra avoir une idée assez précise de cet aspect à travers le génogramme. À une échelle au-dessus, on sera attentif au phénomène de triangulation entre les parents et les enfants, par exemple. Si une personne s'associe à une autre contre une troisième, cela s'appelle une coalition et il y a un risque de toxicité relationnelle. Une tension conjugale peut entraîner le recrutement des enfants dans la lutte entre les deux parents, avec évidemment un risque de dégradation de la qualité de la parentalité
et un risque psychique pour le développement des enfants. On peut aussi voir ces phénomènes de triangulation avec la belle famille ou sur 3 générations. Par exemple, lorsque les grands-parents vont se mêler de l'éducation de leurs petits-enfants, mais en disqualifiant les parents. Bref, on n'hésitera pas à repérer toutes les relations dans le génogramme: fusion, conflit, rupture, distance. Par ailleurs, on sera attentif au rôle que peuvent jouer certains membres de la famille. Rôle de bouc émissaire, de décideur, de protecteur, voire même de malade, pour attirer l'attention à soi. Quand un membre central de la famille vient à disparaître, cela peut entraîner une situation chaotique et un réaménagement des relations chez ceux qui restent. Et parfois, on peut même percevoir des choses cachées, comme des secrets de famille, des mythes. Oui, c'est quelque chose d'étonnant et le génogramme peut servir de révélateur. Toutes les familles vivent des drames, des événements douloureux qui vont générer de la honte. Parfois, des secrets et des non-dits liés à la culpabilité sont constitués et transmis à travers les générations. Des règles relationnelles se sont mises en place pour éviter la révélation des secrets. Quant au mythe, il constitue en quelque sorte l'ADN de chaque famille. C'est l'ensemble des croyances partagées par les membres de la famille. C'est la façon dont elle se voit et dont elle veut être perçue à l'extérieur. C'est une saga métaphorique que l'on se transmet. Y avoir accès en thérapie familiale permet d'avoir une compréhension profonde du fonctionnement familial. Mais attention, on ne lutte pas contre un mythe. Au contraire, on va s'appuyer dessus et le soutenir au cours des séances. Voilà Françoise, on pourrait en dire beaucoup plus sur le génogramme, tant la richesse de l'outil est inépuisable. Il faut simplement se lancer et en faire. Il faut que ça devienne un réflexe. Vous pouvez également vous former dans un centre de formation ou dans une association comme la nôtre. Oui, et n'oublions pas qu'on peut aussi se former en regardant les vidéos de notre chaîne. Je donne un conseil de lecture sur le génogramme. C'est le livre de Mac Goldrick aux éditions ESF, dont le titre est Génogramme et entretien familial. Ce livre date de 1990. Malheureusement, on ne le trouve plus en édition récente française, mais que d'occasion, et à des prix assez prohibitifs. Alors je lance un appel à l'éditeur, s'il passe par là, pour republier ce livre. D'autant qu'il en est à sa 3e édition en langue anglaise, une édition qui a été nettement enrichie. C'est vraiment la somme mondiale sur le génogramme, un livre incontournable. Alors Christophe, j'espère que ceux qui visionneront notre vidéo vont comprendre qu'il n'y a pas de gêne à faire de géno. Oui, c'est incontournable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit geste pour notre association qui a très peu de moyens pour se développer. Pour cela, vous pouvez nous faire un petit don par le biais de la plateforme participative Tipeee, dont je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo. Cela nous permettra de vous en proposer d'autres et d'enrichir le contenu de notre chaîne. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon cheminement systémique et n'oubliez pas, il y a du génie dans le géno.